Alors, on va directement entamer cette troisième table ronde de la Convention sur le patient 2.0. Donc, les technologies numériques, leur développement rapide et leur application dans le domaine de la santé sont en passe de bouleverser le rapport entre médecins et patients et plus largement notre système de santé, avec comme souci partagé sa modernisation et son optimisation. Alors, à ce titre, on parlera bien sûr du dossier médical personnel qui semble être cette fois réellement, plus que jamais, d'actualité et qui fait partie intégrante des priorités de la stratégie nationale de santé. Alors, c'est l'outil de coordination et de la mise en place des parcours dont on a largement parlé hier, on l'a déjà évoqué, et il a été expérimenté, donc c'est l'occasion aujourd'hui de faire le point, à l'aube peut-être de son déploiement, à la fois avec ses porteurs et puis ses testeurs. Par ailleurs, face aux préoccupations de sécurité et de fiabilité des systèmes, se développent des solutions de gestion du risque liées à l'informatisation, dont la logiscio-vigilance, qui mérite aussi qu'on en mesure les avantages et les risques. Ce sera l'objet d'une autre intervention. Et dans ce contexte, le programme Hôpital numérique, qui, je cite, vise à amener tous les établissements de santé à un niveau de maturité de leur système d'information suffisant pour améliorer la qualité, la sécurité des soins et la performance, ne va pas s'en poser question, et notamment, même si pas seulement, mais quand même, en termes de financement. Alors, pour débattre de ces enjeux, j'invite les participants à me rejoindre en tribune. Michel Gagneux, président de l'Agence des systèmes d'information partagée de santé, l'ASIP. David Fritsch, responsable de l'activité conseil à la CHAM. Charlotte Dubois, chef de projet du dossier patient informatisé à la clinique Ambroise Paré à Neuilly. Stéphane De Beutler, PDG du groupe Santé Victor Pochet à Amiens. Et enfin, Dominique Pont, directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. Donc après l'intervention de Michel Gagneux et de celle de M. Fritsch, d'ailleurs après lesquelles vous aurez l'occasion d'échanger, de réagir, les trois autres participants présenteront leurs différentes démarches, leur expérimentation en matière de dossier informatisé du patient, je vais y arriver, et d'hôpital numérique. Donc d'abord Michel Gagneux. Je vous invite, au titre de la ZIP, à introduire cette séquence avec votre intervention sur les projets numériques au service du parcours de soins, enjeux, état des lieux et perspectives. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je voudrais, dans un premier temps, partager avec vous un certain nombre de réflexions à l'occasion de tous les grands projets nationaux relatifs à l'introduction des technologies numériques dans notre système de santé. Car, il faut bien le constater, depuis 2007, année où j'ai commencé à m'occuper de ces sujets, on ne peut qu'observer la lenteur des progrès, même s'ils sont réels, et la difficulté d'intégration en usage et en déploiement généralisé des technologies numériques au service du parcours de soins. Pourtant, les enjeux, nous les connaissons, et nous savons que les outils actuels nous permettent d'y apporter des réponses fructueuses. La difficulté de prendre en charge globalement le patient à cause de la segmentation des prises en charge liée à la spécialisation croissante de la médecine et à la multiplication des disciplines, les enjeux posés par les inégalités territoriales de santé, avec dans un certain nombre de territoires l'absence de professionnels de santé, la difficile harmonisation de la liaison entre la médecine hospitalière et la médecine de ville sont autant de sujets de rigidité de notre système de santé pour lesquels les technologies actuelles, grâce à leur capacité à produire de l'échange et du partage de données de santé, sont pourtant des facteurs de réponse de plus en plus urgents. Alors, les outils numériques qui sont à notre disposition et que nous nous efforçons depuis quelques années de mettre en place au service de l'usage des professionnels de santé et des patients sont à la fois révélateurs des rigidités et des enjeux de notre système de santé, de son évolution, mais aussi des accélérateurs de changement. Je commencerai par prendre l'exemple qui me paraît emblématique de toutes ces caractéristique qui est celui du fameux dossier médical personnel. Dossier médical personnel, au fond,
a été dès l'origine le révélateur des insuffisances au sens large de l'action publique en matière de santé numérique. Il a été le révélateur de quoi? D'abord, du cloisonnement des projets. Lorsqu'en 2004, il est créé par la loi relative à l'assurance maladie, les pouvoirs publics, à travers la parole de ministre chargé de la Santé à l'époque, lui assignent des objectifs qui sont très vite, dont on peut constater très vite qu'ils sont irréalisables, tant en termes d'économie, des chiffres de 3 à 7 milliards d'économies par an avaient été cités, tant qu'en termes de déploiement et de capacité de généralisation, puisque la loi de 2004 prévoyait une généralisation de cet outil à 2007 à l'ensemble de la population des assurés, alors que toutes les expériences à l'œuvre dans les autres pays développés qui s'engagent sur des projets de ce genre montrent qu'il s'agit là de projets de très longue haleine, de long terme, et que les défis sont moins technologiques que de conduite du changement. Le DMP a montré, et à l'occasion de cette première phase, 2004-2007 du DMP, on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas de créer un groupement d'intérêt public et de vouloir poser un nouveau service dans l'environnement de notre système de santé et à l'usage des professionnels de santé, mais il fallait que ce projet, qui était l'articulation de l'ensemble de l'écosystème sanitaire et médico-social, de l'assurance maladie, du monde hospitalier, de la médecine de ville, de l'univers patient, méritait une approche globale de l'ensemble des projets de santé numérique. Deuxièmement, deuxième faiblesse révélée par ce projet, c'est la faiblesse de la capacité de maîtrise d'ouvrage en matière de système d'information de notre secteur public au sens large, tant au niveau national, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre de propositions de rapports à partir de 2008 et 2009, qu'au niveau territorial. Car sans capacité de comprendre les enjeux de système d'information, de piloter des projets complexes, de les articuler avec les autres projets existants, de recruter des utilisateurs, d'urbaniser les systèmes existants, eh bien, il est extrêmement difficile de mettre en place des projets qui, par définition, sont carrefour de tous les autres. Troisièmement, l'histoire du DMP a révélé l'enjeu majeur que constitue l'existence d'une stratégie nationale et d'une vision claire des pouvoirs publics sur ce qu'ils attendent des technologies numériques et leur vision finalement d'un système de santé plus coordonné, plus fluide grâce à ces technologies numériques. Et nous avons tout à l'heure évoqué dans l'introduction l'existence d'une stratégie nationale de santé qui va petit à petit voir le jour, qui a été mise en œuvre par l'actuel ministre chargé de la Santé. Mais on s'aperçoit que finalement les axes concrets, objectifs de la mise en œuvre de ces stratégies nationales manquent encore par certaines de leurs composantes. Et puis, un projet comme le DMP montre l'absolue nécessité pour les pouvoirs publics de mener des actions caractérisées par la constance, la cohérence. Prenons l'exemple du DMP, 2004 créé, comme je l'ai dit, par la loi d'assurance maladie, 2005 création d'un groupement pour le mettre en œuvre, entre 2005 et 2006, 3 changements de direction à la tête de ce groupement, 3 stratégies différentes, des expérimentations qui mobilisent des fonds importants de la part de certains nombres d'industriels qui sont coupés avant d'avoir commencé, et une gestion, je dirais, en direct du politique sur le projet, avec toute une série de résultats négatifs qui sont mis en évidence par un rapport interministériel dont j'étais l'un des coordonnateurs. Constat sévère de ce rapport interministériel, non pas sur l'objet lui-même du dossier médical personnel, dont l'intérêt sautait aux yeux, mais sur la manière dont le projet était conduit. Nouvelle stratégie de relance de ce dossier, et à cette occasion d'ailleurs, mise en place de structures de gouvernance et de maîtrise d'ouvrage différentes, d'où la création d'une agence des systèmes d'information partagés de santé que je préside et qui regroupant plusieurs opérateurs, avait pour vocation de créer d'une manière générale, au-delà du DMP lui-même, les conditions favorables au développement des systèmes d'échange et de partage des données de santé.
Sur cette base stratégique renouvelée, création d'un dossier médical personnel, livraison au début, fin 2010, début 2011, de ce nouvel objet en phase pilote, création de sites pilotes dans 4 régions expérimentatives, Aquitaine, Alsace, Franche-Comté, Picardie, et puis développement dans ces régions de bassins de santé pilote où on met hors du laboratoire, mais in vivo, en fonctionnement le DMP sur le plan technique, sur le plan ergonomique. 2011, le moment est venu de passer à une autre étape, et là, plus rien. Les atermoiements, des difficultés, des changements politiques. Et en fait, depuis 2011, nous sommes dans une situation, j'y reviendrai avec quelques données objectives tout à l'heure, où le dossier médical personnel, lancé en 2004, relancé en 2008-2009, à la suite de réflexions interministérielles, reste dans une phase pilote et ne connaît pas la décision de déploiement qui l'attend. Alors, tout ceci montre les enjeux en termes de gouvernance publique pour réussir des projets de ce genre. Cela dit, en même temps qu'il est le révélateur d'un certain nombre de rigidités et de faiblesses, de résistances de notre système, de l'organisation et de la gouvernance de notre système de santé, un outil comme le DMP, mais d'une manière générale, on pourrait l'appliquer, je crois, à beaucoup d'outils issus des technologies numériques en santé, est aussi un accélérateur de changement. S'il n'y avait pas eu le projet DMP, je crois que nous aurions progressé beaucoup moins vite sur l'existence d'un certain nombre de conditions qui vont être le socle, qui sont le socle indispensable au développement des systèmes d'échange et de partage des données médicales et dont on va vraiment tirer tous les fruits dans les années qui viennent. Un cadre d'interopérabilité qui permet à des systèmes différents un peu partout en France, dans un univers hospitalier ou ambulatoire, de communiquer entre eux selon des formats adaptés. C'est aussi un espace de confiance et une politique de sécurité harmonisée sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des systèmes. Car au fond, en 2008, on pouvait faire le constat global de notre système d'information de santé, selon lequel il était extrêmement cloisonné, très peu sécurisé, peu communicant et peu tourné vers la gestion du soin, mais surtout sur les données administratives et économiques. Troisièmement, l'existence de référentiels qui vont permettre d'asseoir l'ensemble des systèmes d'échange et de partage, des annuaires sécurisés, certifiés, qui permettent de savoir qu'un professionnel de santé qui a accès à des données médicales d'un patient ou à un système contenant certaines de ces données médicales peut le faire après s'être authentifié de manière forte, c'est-à-dire que nous avons la garantie que celui qui lit ou alimente un dossier ainsi virtuel le fait en toute légitimité. C'est aussi un progrès fait dans l'intégration de l'offre industrielle à la démarche publique. Le lancement du projet DMP a permis de travailler avec l'ensemble des éditeurs de logiciels en amont pour leur permettre d'intégrer ce que nous appelons la DMP compatibilité dans l'ensemble des logiciels métiers, dans des conditions de qualité, d'ergonomie, d'efficacité différentes, car nous avons un secteur de l'édition de logiciels en France qui n'est pas tout à fait encore arrivé à maturité, fait de beaucoup de petites entreprises qui ont des capacités de développement et d'adaptation parfois limitées, mais enfin un pas crucial a été fait. Aujourd'hui, nous le verrons avec quelques chiffres, nous avons plus de 160 logiciels de professionnels de santé, aussi bien hospitaliers qu'ambulatoires, qui ont été homologués au titre de la DMP compatibilité, ce qui va permettre ensuite, une fois la politique de déploiement lancée, de favoriser de manière naturelle l'adaptation, l'implémentation du dossier médical personnel dans les logiciels métiers et sur les postes de travail des professionnels de santé. Le DMP aussi, nous y reviendrons tout à l'heure, a permis finalement de réfléchir à de nouveaux services, à de nouveaux usages, et la messagerie sécurisée de santé, dont je vais dire 2 mots dans quelques instants, est issue finalement de la réflexion des services et des usages complémentaires au DMP que la mise en œuvre du projet du DMP et de son expérimentation a mis en évidence.
Enfin, même s'il y a encore dans ce domaine beaucoup de progrès à accomplir, le DMP a été l'occasion d'un effort de réflexion, de rationalisation et de renforcement de la capacité de maîtrise d'ouvrage public. C'est la création de la ZIP Santé, c'est la création d'une délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère de façon à essayer d'incarner une stratégie nationale. C'est la création dans les territoires régionaux d'espaces numériques régionaux de santé avec l'émergence de structures de maîtrise d'ouvrage régionales en matière de systèmes d'information qui gagnent de plus en plus en compétences. Alors, on le voit, un projet qui globalement n'a pas été très bien mené à l'échelle nationale, un projet qui est créé par la loi en 2004 et qui est encore en phase pilote en 2014, on ne peut pas s'en satisfaire, et ce n'est pas moi qui vous tiendrai la langue de bois dans ce domaine, mais c'est un projet qui, malgré tout, existe aujourd'hui, prêt à se déployer dans des conditions, je pense, de fonctionnement technique et ergonomique qui ont fait leurs preuves, qui doit encore s'enrichir, mais qui ne demande maintenant plus qu'une action systémique de déploiement sur lesquelles je reviendrai. Alors, aujourd'hui, juste quelques mots objectifs pour ne pas avoir un discours trop abstrait. Dans ces petits territoires pilotes, nous avons quelques 464 000 DMP créés en mai 2014 qui ont mobilisé plus de 400 établissements de santé, plus de 5 000 professionnels de santé. On peut dire que globalement, statistiquement, l'observation dans ces territoires pilotes, et alors qu'il n'y a plus d'impulsion centrale depuis plus de 18 mois, montre que la moitié de ces DMP créés sont actifs, c'est-à-dire qu'ils donnent lieu à des dépôts de documents médicaux concernant des patients, à des accès à des lectures. Et puis, comme cela a été dit en introduction, je pense qu'on peut espérer maintenant une phase réelle de relance sur lesquelles je serai discret, car je sais que la ministre est en situation d'en dire quelques mots lorsqu'elle présentera le projet de loi de santé publique la semaine prochaine. Mais le dossier médical personnel, finalement, comme je l'ai dit, a été le révélateur de toute une série de contraintes, de nécessité de réunir des conditions de succès des systèmes d'information, nous a permis de capitaliser de l'expérience et nous a permis de réfléchir à tous les services complémentaires aux outils de partage, qu'il s'agisse d'un dossier patient électronique dans un établissement ou qu'il s'agisse de ce dossier public universel qui est le dossier médical personnel. C'est la raison pour laquelle on a mis au point une nouvelle gamme de services qui va commencer à se prédéployer en 2014 et connaître un déploiement massif en 2015, qui est l'univers de la messagerie sécurisée de santé. Lorsque l'on parle de parcours de soins, de coordination des soins, il est évidemment important de réfléchir aux modalités de mise en commun dans une communauté soignante de manière virtuelle des documents concernant un patient, mais il est extrêmement important de sécuriser, de faciliter, de rendre le plus aisé possible la communication point à point entre deux professionnels de santé ou entre un établissement de santé et un professionnel de santé de ville. Et pour cela, il faut des systèmes d'échange qui soient sûrs, ce qui aujourd'hui n'existe pas en France. En tout cas un certain nombre de documents sont aujourd'hui échangés via des messageries habituelles, qu'il s'agisse par Wanadoo, Gmail ou autres, avec tous les risques que cela comporte évidemment en matière de confidentialité et de préservation de la sécurité des données personnelles de santé des patients concernés. Donc c'était un outil absolument indispensable. Et donc, grâce au travail fait sur le projet DMP, nous avons progressé sur ce sujet aussi, et nous sommes en mesure maintenant de le mettre en situation de déploiement dès cette année. Alors, il s'agit de deux choses distinctes, de deux grandes composantes. D'une part, un espace de confiance qui va permettre à des opérateurs multiples qui, dès lors qu'ils auront réuni les conditions imposées par la CNIL et les spécifications que nous avons tirées de ces obligations, pourront, dans leur grande diversité, être des acteurs au service des professionnels de santé de la messagerie sécurisée, offrir un service de messagerie sécurisée.
C'est un espace de confiance qui prévoit un annuaire national de l'ensemble des professionnels de santé qui permettra, sur n'importe quel point du territoire, à un professionnel de santé de savoir que tel autre professionnel de santé dispose d'une messagerie sécurisée et de lui adresser par un simple petit clic et une petite recherche d'annuaire conforme à ce que nous pouvons avoir dans nos messageries habituelles avec nos contacts et autres, d'adresser des documents ou des informations ou des messages concernant un patient. Ce sont des échanges qui vont être protégés selon les règles de l'art contemporaine et tracés surtout avec une traçabilité intégrale. Et puis ce sont un ensemble cet espace de confiance, c'est un ensemble de spécifications qui vont être, comme pour le DMP, intégrées par les éditeurs de logiciels et qui vont ainsi faciliter l'intégration sur les postes de travail pour les professionnels de santé. Et puis il y a une deuxième grande composante dans ce projet, c'est en partenariat avec les ordres professionnels de santé, la mise en publication d'un service gratuit, universel, minimum, de messagerie sécurisée, piloté par les ordres professionnels, avec différents noms de domaine correspondant à chacun d'entre eux, ou pour les professions de santé n'ayant pas d'ordre, avec le nom de domaine correspondant à leur profession, porté par la ZIP et proposé aux professionnels de santé qui n'auraient pas d'autres opérateurs disponibles. Donc c'est un service qui va être accessible à l'ensemble des professionnels qui disposent d'une carte de professionnel de santé, qui pourront avoir ainsi un accès à tous les autres détenteurs d'une messagerie sécurisée avec une boîte à lettres nominative qui pourra prendre plusieurs formes de manière extrêmement souple, avec en plus, pour faciliter l'intégration sur le poste de travail, la mise à disposition qui sera téléchargeable sur le site de la ZIP Santé à la fin juin prochain d'un client de messagerie open source, libre, qui s'appelle Thunderbird, qui marche sur tous les environnements, Mac comme PC, et qui permettra ainsi d'avoir un accès beaucoup plus facile à la messagerie sécurisée. Et puis, dès l'été, des modalités d'accès en mobilité par tablette ou smartphone à la messagerie sécurisée de santé portée par les ordres professionnels et la ZIP Santé, de façon à coller à la réalité d'usage d'un grand nombre de professions. On peut penser notamment aux infirmiers. Mais tout ceci, les réflexions sur le partage, sur l'échange des données médicales, sur les conditions techniques en termes d'interopérabilité, de sécurité, de sémantique qu'il faut réunir pour que ce partage, cet échange soit efficace et exploitable par l'ensemble des professionnels de santé, pousse également encore la réflexion. C'est la raison pour laquelle, à travers les vicissitudes d'un projet national comme le DMP, il ne faut pas non plus désespérer. Parce que finalement, toute cette période a été propice à une réflexion fondatrice pour l'avenir. Exemple, nous sommes en train, mais je pourrais en citer d'autres, nous sommes en train de travailler avec la Haute Autorité de Santé à la mise au point d'un programme qui s'appelle Santé Connectée et qui, à l'avenir, à partir de 2015, une fois son déploiement et son implémentation dans les logiciels métiers, commencera à voir le jour, qui permettra aux professionnels de santé, quel que soit leur lieu d'exercice, d'avoir accès à des bases de connaissances leur donnant des éléments de bonne pratique sur des séquences de pathologie ou de prise en charge précises, faisant l'objet de recommandations documentées de la Haute Autorité de Santé. Ce qui permettra aux professionnels de santé, par exemple, et parmi les premiers cas de séquences de soins que nous allons promouvoir avec la Haute Autorité, il y aura la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'insuffisance artérielle, un certain nombre de maladies chroniques comme le diabète, qui permettront à la fois de fournir sur le poste de travail du professionnel de santé la capacité d'accès à des informations, à des rappels de bonnes pratiques, à des bases de connaissances et à des conseils de prise en charge minimaux et ainsi de favoriser la prise en charge d'un certain nombre de pathologies chroniques. Tout ceci nous conduit également à faire de très gros progrès sur la réflexion et la mise en œuvre
d'une structuration de la donnée médicale dans ces dossiers échangés et partagés entre professionnels de santé, et sur la manière de l'utiliser ensuite, non seulement à des fins d'amélioration du fonctionnement du système lui-même, mais également d'exploitation plus globale, qu'il s'agisse d'une patientèle ou d'une politique de santé publique. Tout ceci va nous amener, je pense, dans les 10 ans qui viennent, dans la pratique médicale, à une véritable révolution qui aura mis du temps à émerger, mais dont je suis maintenant certain qu'elle va voir le jour. Alors, quels enseignements à partager avec vous rapidement sur ces questions? Tout d'abord, nous avons, grâce aux vicissitudes de la première phase du DMP et puis ensuite grâce au travail accompli au cours des années suivantes, nous avons compris qu'un certain nombre de prérequis étaient absolument indispensables avant de se lancer dans le déploiement de manière efficiente de systèmes d'échange et de partage de données médicales. Ce sont ce que j'appelle ici les infrastructures immatérielles et que j'ai un peu cité tout à l'heure: cadre d'interopérabilité, politique de confidentialité, politique de recueil du consentement du patient, politique de sécurité des systèmes d'information, mise en place de référentiels et notamment d'annuaires certifiés. Deuxièmement, c'est qu'au fond, si je me reporte en 2007-2008, quand je commençais à réfléchir en termes d'auditeurs sur l'avenir de la santé numérique dans notre pays, je m'aperçois quand même que nous avons, en termes de maturité de la pensée, fait de grands pas. Je me souviens de mes premiers contacts en juillet 2007 avec des représentants syndicaux de la médecine libérale. En évoquant le DMP, on me répondait oui, d'accord, mais ce sera tant de consultations, tant de forfaits pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, ce discours n'existe plus. Aujourd'hui, ce discours n'existe plus. Je crois que se crée un véritable consensus sur le caractère absolument nécessaire et inéluctable de ces projets, de ces services d'échange et de partage de la donnée virtuelle, de la donnée médicale. Troisième leçon, c'est qu'on peut concevoir ces projets, on peut les construire, on peut les offrir en service, les proposer en service, mais on ne peut les déployer que s'il y a une action systémique. Une action systémique, cela signifie qu'il y a une politique nationale constante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cela signifie que sont mobilisés l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse du domaine de l'assurance maladie ou qu'il s'agisse du domaine de l'État, qu'il s'agisse des agences régionales de santé, qu'il s'agisse de l'univers hospitalier, qu'il soit public ou privé, et qu'il s'agisse du secteur médico-social. Et cette action systémique, c'est le plus difficile parce que ça suppose, de la part des pouvoirs publics, une capacité d'aligner stratégiquement les acteurs qui n'est pas encore, elle, complètement arrivée à maturité. Une agence comme la ZIP Santé peut être un amorceur, peut être un constructeur, un concepteur, un accélérateur, mais ne peut pas porter, évidemment, parce qu'elle n'a pas toutes les légitimités, et Dieu merci, l'action systémique nécessaire pour le déploiement général de ces systèmes qui demandent l'adhésion de tous les acteurs. Il ne servirait à rien d'avoir un DMP ou une messagerie sécurisée de santé déployée par les établissements de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des médecins libéraux dans le Nord. Il s'agit véritablement d'avoir une progression du déploiement de ces usages par bassin de santé cohérent, et ça suppose une action systémique, ça suppose que les professionnels de santé soient incités et aidés à se doter des équipements nécessaires. Ça suppose que les systèmes d'information hospitaliers, publics ou privés, s'adaptent à la nécessité d'alimenter l'échange ou le partage de la donnée médicale des systèmes existants. Ça suppose véritablement une action concertée, et c'est cette stratégie globale dont j'espère qu'elle va enfin, dont on voit les briques et les composantes se mettre en place petit à petit depuis plusieurs années, mais dont on attend aujourd'hui qu'elle puisse être véritablement construite. C'est aussi une réflexion sur le bon équilibre entre ce que doit être un projet national et son rapport avec des initiatives locales. Aujourd'hui, nous avons compris, je crois,
que les projets nationaux sont légitimes et doivent être pertinents lorsqu'ils créent les conditions de l'usage et de l'innovation en local chez les utilisateurs qui sont au contact direct avec le patient et qui sont face aux exigences de leur métier et de leurs conditions de prise en charge. Un projet national doit donc fixer des règles, des socles de base et d'infrastructure et doit permettre l'éclosion de l'innovation en local, d'autant plus que, on le voit à travers le DMP, mais on pourrait citer bien d'autres projets, les projets nationaux, à cause de la difficulté d'aligner les acteurs et à cause de leur lourdeur, sont des projets qui tardent à porter leurs fruits, à se concrétiser, et les utilisateurs ne peuvent pas attendre. Ils sont face à leurs patients, à leurs contraintes de prise en charge, à leurs contraintes d'exercice. Il leur faut des outils et émergent ainsi des solutions locales dont on doit veiller qu'elles soient compatibles avec les axes nationaux, mais qu'on ne doit pas étouffer. Enfin, c'est la mobilisation de tous les acteurs qui est absolument indispensable. Et ici, je m'adresse dans une convention de la FHP. Je crois que les grandes fédérations ont un rôle majeur à jouer dès lors qu'il y a un minimum de lisibilité sur la politique publique qui leur est offerte pour peser sur les pouvoirs publics, pour apporter leurs conseils, leurs propositions, pour prendre des initiatives d'innovation pour le développement et l'échange des partages de santé. C'est presque un appel que je vous fais aujourd'hui. Enfin, le rôle à venir du patient. Je pense que c'est un sujet qui va être de plus en plus central, non seulement en termes de qualité de la prise en charge. Je vous en parle très simplement. Je viens de sortir d'un épisode de prise en charge un peu lourde. J'étais confronté au cancer. Et pendant 2 ans et demi, j'ai fait la coordination des soins quand même, en tout cas une grande partie. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On a, pour les prises en charge des maladies chroniques ou pour certaines pathologies aiguës, une absolue nécessité, un devoir moral de faciliter cette prise en charge. Et c'est la caractéristique de dossiers comme le DMP, c'est que c'est à la fois un outil de professionnels. Sans les professionnels, cet outil ne sert à rien parce que c'est eux qui l'alimentent, c'est eux qui le comprennent, mais c'est un outil qui est aussi à la disposition du patient de son côté. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que au moment où on bascule dans une société numérique de tous les jours, l'agilité et l'appétence des citoyens patients vis-à-vis des technologies numériques va dépasser en rapidité le rythme de croissance des projets nationaux et que les patients vont être non seulement un objet absolument nécessaire comme étant le centre des préoccupations, mais vont être un levier de ce changement. Et je crois que ça fait partie des éléments qu'on doit prendre en compte dans une stratégie et dans une tactique de mise en œuvre. Voilà quelques réflexions générales. Ensuite, je pourrai répondre à des questions plus particulières que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais effectivement laisser la parole à la salle pour des réactions, des questions s'il y en a. J'espère qu'il va y en avoir et que vous avez eu le temps de vous réveiller. Moi, je retiens quand même que... je faisais allusion effectivement à la table ronde d'hier sur la dimension de parcours, sur les parcours, et le DMP étant un des outils de coordination qui peut être assez central dans cette dynamique de parcours. Et je retiens qu'il y a effectivement plusieurs choses qui y ont fait écho, notamment dans vos éléments de conclusion. Le rôle, je commence par le dernier, le rôle du patient et de l'usager, son implication. On a vu qu'hier, c'était parfois une clé de dynamique et de réussite aussi de certains projets. Ça, c'est pour les aspects, j'ai envie de dire, positifs. Et puis, on a retenu aussi, en tout cas, hier, on a évoqué également ce que j'appellerais le manque de continuité dans les politiques publiques qui fait que, voilà, certains dossiers qui pourraient sembler prioritaires ont quand même du mal à avancer. Alors, vous disiez, malgré tout, en 7 ans, ça a quand même fait avancer des choses. Heureusement, on aurait vraiment perdu du temps. Mais c'est vrai que, voilà, on sent qu'il y a quand même derrière une lourdeur. Vous avez parlé de lourdeur, en tout cas un manque de continuité dans les politiques publiques qui est quand même assez dommageable en la matière. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des réactions? Oui, madame. Oui.
Oui, bonjour. Donc, Isabelle Bilinado, présidente FHP Limousin et accessoirement administratrice du GCS Epsilim, qui est le e-santé de notre région. Donc, sur la notion hôpital numérique, moi j'ai une question un petit peu particulière à vous poser, puisque nous sommes plusieurs établissements privés à avoir atteint les prérequis, donc à déposer des dossiers. Et parmi les objectifs que l'on doit atteindre, figure notamment un certain taux de recueil dans nos DPI des consultations externes des praticiens. Et nous avons de gros problèmes de terminologie, parce que pour nous, établissements privés, une consultation externe, c'est un praticien qui est appelé au chevet d'un de nos patients hospitalisés, pas les patients qui sont vus dans des cabinets libéraux sur lesquels nous n'avons aucune prise. Et ces patients, bien évidemment, n'ont donné aucun consentement au transfert des échanges d'informations vers la clinique, est une personne morale différente. Donc, grand débat actuellement entre nous, la ZIP et la DGOS. C'est un sujet sur lequel nous sommes facilitants, enfin nous essayons d'être facilitants, mais c'est à la Direction générale de l'offre de soins qui pilote le programme Hôpital numérique véritablement de veiller à l'harmonisation de la compréhension des concepts. Alors je suppose que vous avez déjà eu des débats avec eux, écrits. Je n'avais pas en tête cette difficulté concrète actuellement sur le programme Hôpital numérique. Donc je vous promets que je vais en faire référence très vite à mes interlocuteurs à la DGOS. Classique, hein. Vous me citez là un exemple, mais on pourrait, sur une multitude d'autres concepts, trouver ce genre de difficulté de compréhension parce qu'il n'y a pas assez de travail d'instruction en amont, de connaissances précises des différents univers d'exercice. Or, c'est absolument nécessaire et indispensable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions? Allez-y, profitez-en. Vous êtes aussi là pour ça, pas seulement pour écouter ou dormir. Ah, une question. Oui, bonjour. Je me posais une question plus large. Est-ce que toutes ces données de santé qu'un jour on finira bien par avoir dans un DMP magique seront déversées dans ce que Laurent Alexandre appelle le big data et exploitées au-delà de la France sur le plan mondial, comme il dit, soit en Californie, soit dans les Philippines? Et donc toutes ces données serviront en fait la science un jour ou l'autre, ou elles sont seulement destinées à être compilées, additionnées au sein de DMP qui seront peut-être jamais lus par les intéressés? C'est un des grands enjeux, à mon avis, stratégiques de ces outils qui permettent donc de la structuration des données, parce que pour les utiliser, il faut structurer les données, sur le progrès de la connaissance et sur l'analyse rétrospective des problèmes de santé publique. C'est un enjeu pour moi qui est majeur et qui est probablement à terme d'un intérêt encore supérieur à l'outil de coordination des soins que cela va permettre. Ça devra se faire évidemment dans des règles, dans un encadrement conforme avec les impératifs de sécurisation de la donnée elle-même. Donc ça suppose des conditions d'hébergement conformes aux prescriptions de la CNIL, de façon à ce que ces données ne puissent pas être utilisées à des fins autres que de santé publique. Ça suppose aussi la mise en place de toute une série d'encadrements d'accès à ces données, d'anonymisation, etc. Mais pour moi, difficile d'en le mettre en avant aujourd'hui quand je m'adresse à vous aujourd'hui dans l'état actuel de déploiement de ces outils, mais c'est véritablement la réflexion à terme qui est menée. Et lorsque je vous parlais du programme Santé Connectée que nous menons avec la HAS, c'est ça qu'il y a derrière les intentions stratégiques. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Bon, du coup, j'en profite. Et bien sûr, les participants présents en tribune peuvent aussi réagir. Moi, j'avais envie de vous poser, poser la question de savoir si vous êtes confiant sur deux sujets. Le premier, c'est sur la nécessaire coordination des acteurs autour d'un projet comme le DMP. Vous l'avez cité, on l'a aussi, bien sûr, largement évoqué autour des parcours hier.
Est-ce que vous êtes confiant sur cette capacité de coordination et sur la capacité des pouvoirs publics, au niveau national et puis bien sûr au niveau des territoires, à avoir la méthode pour coordonner ces acteurs, vous les amener à se coordonner? Est-ce que vous êtes confiant? Là, c'est presque un sentiment personnel. Et deuxième sujet, c'est sur le DMP. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que dans les annonces qui vont être faites très prochainement et dans ce qui va se mettre en place dans les semaines qui viennent, enfin son déploiement arrive, alors avec bien sûr toutes les réserves qui pourront être apportées par ceux qui ont testé le DMP. Ça, on va le voir. Alors, il y a 3 éléments dans votre question. Le premier, bien sûr, je suis confiant, je me bats sur ces sujets et pour ces sujets depuis 7 ans de ma vie, presque nuit et jour. Donc je suis confiant mais lucide. Je suis lucide aussi sur la complexité de la gouvernance de notre système de santé, sur cette dualité entre l'État et l'assurance maladie qui requiert des niveaux et des sophistications de pilotage que nous n'avons pas encore atteints aujourd'hui, auxquels s'ajoute aujourd'hui l'existence d'agences régionales de santé dont la supervision stratégique, là également, demande des progrès considérables. C'est toute la capacité de notre ministère de la Santé à finalement à prendre le tournant du changement de métier qui est le sien et qui le fait petit à petit passer de la gestion des dossiers de santé publique à celui de la régulation d'un système, avec des acteurs, des agences puissantes, très autonomes, avec leurs projets, leur propension à l'autonomie, leur rivalité institutionnelle. Et c'est tout cela l'enjeu des années à venir. Cela dit, il faut être confiant parce que même si c'est parfois, et c'est le cas en ce moment pour les sujets dont nous parlons, c'est beaucoup trop long que ça ne devrait être, nous observons les exemples étrangers et nous constatons que tous, sans exception, sont confrontés à des difficultés structurelles de ce type, parce que la gouvernance de systèmes, de projets de ce type est toujours complexe, et parce que ces projets induisent non pas des difficultés technologiques ou économiques, qui sont aujourd'hui peuvent être résolues, mais véritablement des sujets de conduite du changement de tous les acteurs. Et donc cette harmonisation de la vision commune, cette vision partagée nécessaire pour mobiliser tous les acteurs, c'est ça qui doit se mettre en place. Moi, je crois que les technologies, avec leur potentiel et leur facilité d'usage aujourd'hui, vont être un élément d'accélérateur de la pratique et de l'usage, et qu'elles vont être finalement un des leviers d'accélération de la mise en place de cette gouvernance qui a fait des progrès considérables depuis 4 ans, mais qui n'est pas au niveau aujourd'hui souhaité. D'accord, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions... Ah, la dernière chance. Je voudrais, pardon, docteur Delair, Saint-Maur, je voudrais revenir sur un point basique, j'ai hésité à le poser, mais finalement, je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous avez réussi à simplifier l'identification du patient de façon claire? Parce que c'est évidemment la première difficulté qu'on rencontre quand on informatise. Est-ce qu'il y a un numéro d'identification unique du patient qui existe? Est-ce que c'est pas le principal obstacle à la diffusion? Non. Non. Alors ce numéro, vous savez que nous avons un numéro, un NIR, ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale, nous l'avons tous, et qui sert de base à la gestion de l'univers de l'assurance maladie. Pour des raisons de sécurité, il y a quelques années, la Commission nationale informatique et liberté a souhaité, pour les systèmes de santé procédant à de l'échange, du partage de la donnée médicale personnelle, qu'il y ait un identifiant national unique et qui ait des caractéristiques plus robustes en non-reconnaissance que le NIR, où on peut très vite trouver l'identification d'un patient compte tenu de sa structure. Cela nous a conduit à mettre en place, pour le lancement du DMP, un identifiant national de santé spécifique, mais qui est fait dans des conditions pratiques, puisqu'il est généré à partir de traits de la carte vitale par le système dès l'ouverture d'un dossier médical personnel. La dualité d'identifiant entre le NIR assurance maladie et l'identifiant spécifique de santé pour l'utilisation à des fins de soins
des outils d'échange et de partage, pose un problème majeur pour l'accès et l'exploitation de la donnée de santé à des fins de santé publique, parce que les chercheurs doivent réclamer des procédures lourdes pour avoir accès aux données de santé, notamment des décrets en Conseil d'État. Tout ceci est peut-être, probablement même, grâce au travail de dialogue que nous avons mené avec la CNIL depuis 3 ans, en train d'évoluer. La CNIL, dans un courrier récent, a fait savoir au pouvoir public qu'elle n'était pas hostile à revoir la position qu'elle avait prise quelques années plus tôt, et la préparation de la loi de santé publique qui va contenir des dispositions relatives à l'utilisation du numéro de sécurité sociale, le NIR, et relative au DMP, va être l'occasion de soumettre un texte à la CNIL qui lui permettra d'ouvrir sa jurisprudence. Ce qui fait que je pense que, et là j'ai un bon espoir, je pense qu'en 2015, nous aurons un seul et unique identifiant pour le patient qui sera le NIR. Merci beaucoup. Alors merci pour votre intervention et vos réponses aux questions. Je vais inviter David Fritsch à nous donner le point de vue de l'assureur sur la logisio-vigilance. Bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, le point de vue de l'assureur sur la logisio-vigilance, et c'est, je pense, une bonne transition par rapport à l'exposé de M. Gagneux juste à l'instant, avec la présence, c'est vrai, d'outils de plus en plus techniques, de plus en plus de présence informatique chez les utilisateurs et chez les professionnels de santé. Et forcément, à un moment donné, il y a déjà et il y aura des dysfonctionnements. D'où derrière le rôle de l'assureur. Donc, pour vous présenter un petit peu le point de vue de l'assureur, j'ai bâti un petit peu mon exposé de cette façon-là. Ce sera d'abord peut-être l'avis d'un juriste, puisque dans l'assurance, il y a avant tout des juristes qui y travaillent, mais ce sera surtout le point de vue du risk manager que je représente, pour vous donner un petit peu un inventaire de toutes les situations qu'on peut être amené à découvrir, à constater par la mise en place de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux outils. Alors, tentative de définition de ce terme qu'on commence de plus en plus à entendre, logisio-vigilance, ou également informatico-vigilance, qui donne une idée encore plus large de cet environnement. Et j'irais même au-delà, moi, en parlant volontiers de vigilance numérique. Et de vigilance numérique et tous les risques que ça comporte par leur typologie. Quelques mots donc, sur les sinistres. Et puis surtout, je terminerai par le rôle de l'assureur, c'est-à-dire quelles solutions, nous, on peut être amené également à apporter à notre niveau. Voilà, donc je ne vais pas aller dans le détail pour vous présenter Cham, je ne suis pas là pour ça, mais c'est quand même important de se dire qu'on a un prestataire de service qui est là pour prendre en charge des situations à risque avec des événements qui peuvent se produire. Et c'est là tout le métier de l'assureur, c'est de gérer les risques. Alors c'est vrai qu'on les gère d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, mais on est également là en tant que partenaire à part entière pour pouvoir les identifier, les couvrir, les gérer et pouvoir apporter des solutions, notamment en termes d'indemnisation ou de conseil et d'expertise. Donc pour vous apporter le point de vue et l'éclairage d'un juriste, donc je suis allé à la rencontre de mes éminents collègues de la direction juridique pour leur poser la question et avoir un petit peu leur point de vue. Donc ici, j'ai remis en synthèse les données qu'ils ont pu me fournir. Et premier point important, c'est que l'informatisation de plus en plus présente ne modifie en rien, en absolument rien, les règles de la responsabilité. Donc là, déjà, d'un point de vue, c'est beaucoup plus simple. Par rapport aux réglementations, donc à ce jour, il existe peu de textes spécifiques de manière réglementaire, hormis, bien évidemment, sur la sécurité des données, et on l'a déjà largement évoqué ce matin, le respect des informations médicales, donc la sécurisation des données, la transmission d'informations entre professionnels également, donc ça passe par des règles de cryptage. Donc toutes ces règles, de toute façon, se construisent au fur et à mesure, et c'est vrai qu'on l'a vu, l'évolution, elle est en augmentation. Je veux dire, sur les 10 dernières années, on a vu une nette apparition de ces nouveaux outils, et les règles se construisent dans le même temps.
Par exemple, l'obligation d'accès aux informations médicales par l'utilisation de la carte de professionnel de santé que vous citiez. Alors aujourd'hui, je doute que ce soit vraiment le cas partout. Là, j'ai encore quelques doutes. Nécessité également de respecter les règles d'hébergement, donc d'avoir des hébergeurs qui soient agréés, et notamment pour tout ce qui relève de la transmission des données. C'est-à-dire que les réseaux doivent être vraiment bouclés et qu'on ne puisse pas y pénétrer sans montrer patte blanche. Donc ils m'ont également parlé de tout ce qui peut être logiciel métier, et notamment les logiciels d'aide à la prescription, c'est-à-dire un logiciel métier par excellence qu'on rencontre maintenant pratiquement chez tous les établissements sanitaires. Et pour cela, il faut bien évidemment privilégier ceux qui ont fait l'objet d'une certification, qui le seront tous de toute façon à l'échéance 2014. Et puis être également vigilant, et là c'est plus en amont, lors de l'acquisition de ces solutions informatiques, pour tout ce qui relève de l'entretien des logiciels, les mises à jour, et là également pouvoir respecter des référentiels de sécurité et de respect du secret professionnel. Voilà. Et puis dernier point important, c'est qu'il n'existe à ce jour aucune jurisprudence particulière mettant en évidence des manquements liés à de la logicio-vigilance. Donc, pour l'instant, on en est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dossier chez nous. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, logicio-vigilance ou informatico-vigilance, et là, c'est plus le gestionnaire de risque qui va s'exprimer, avec quelques postulats de base, c'est qu'on ne peut pas développer, alors je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle, mais on ne peut pas développer, promouvoir, installer et utiliser des outils informatiques en établissement de santé sans parler de sécurité. C'est un point vraiment primordial, et notamment la relation entre sécurité et qualité qui va de pair pour pouvoir obtenir au final la bonne réalisation de votre activité dans un parcours de soins et dans des prises en charge quelles qu'elles soient. Et de ce fait, la logicio-vigilance constitue en soi une des précautions à l'implémentation de vos logiciels, de l'informatisation et l'informatisation de la production de soins. Et cette informatisation, force est de constater quand même qu'elle fait disparaître bon nombre d'erreurs, d'erreurs liées à l'humain, au papier qu'on avait autrefois, qu'on a encore, qu'on a parfois même en doublon. Et je citerai justement tout ce qui peut être prise en charge médicamenteuse, où là il y a un énorme travail qui a été fait sur les dernières années. On a fait effectivement disparaître des erreurs, mais on en a fait apparaître de nouvelles. Je vous citerai un cas tout à l'heure justement qui peut amener une sinistralité, en tout cas des contentieux. Et donc la vigilance au niveau informatique, au niveau de vos logiciels, de vos applications, est à mon sens quelque chose qui doit s'inscrire dans votre logique de coordination de vigilance. Je pense que vous disposez tous dans vos établissements respectifs d'un comité, d'un coviris, un peu comité de pilotage, je ne sais pas comment vous les appelez, où on va retrouver des responsables déjà des vigilances sanitaires qui sont, elles, réglementées. Aujourd'hui, il n'y a pas de logicio-vigilance réglementaire, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose vraiment qui est formalisé. Mais malgré tout, la problématique est réelle et elle est bien présente. Et donc, il faut l'organiser. Alors, l'organiser, moi, j'ai rencontré très peu, finalement, d'établissements où c'est réellement organisé avec des logiciaux vigilants. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main ou des deux mains, peut-être. Mais j'en ai rencontré quand même quelques-uns, donc qui sont officiellement logiciaux vigilants, donc désignés et reconnus par leur structure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent tout seuls dans leur coin. Donc, ils ont besoin, pour fonctionner, d'avoir des experts à leur côté, des personnes qui connaissent le métier, mais qui connaissent également les outils. Donc, ça peut être des médecins, des pharmaciens, des cadres, des infirmiers, des secrétaires, des informaticiens, des directeurs. Donc, toutes ces personnes qui se réunissent sur la même problématique de la logicio-vigilance ou de l'informatico-vigilance, si vous préférez, avec des missions et des rôles bien définis, qui sont de gérer au quotidien donc tous les problèmes qui peuvent être rencontrés dans l'utilisation de leurs solutions et de leurs applicatifs métiers, donc toutes les défaillances de logiciels en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, et de preuve aussi,
de pouvoir donc gérer ces problèmes, mais également de les comprendre, de les analyser, hein, d'essayer de voir quelles sont les causes à l'origine de ces événements qui sont survenus. Et là, donc, vous avez tous des systèmes déjà en place pour faire remonter, hein, ces informations en termes d'événements indésirables, qui entraînent ensuite la gestion de plans d'action pour faire du correctif ou du préventif, et de suivre tout ça avec des indicateurs dédiés à cette thématique. Et puis de pouvoir vérifier également la bonne utilisation des logiciels. Parce que c'est bien beau de donner des nouveaux outils aux professionnels de santé, mais il faut aussi pouvoir leur expliquer, leur apprendre comment s'en servir et comment bien s'en servir. Et ce qui n'est pas toujours simple dans l'environnement où les professionnels peuvent changer. Donc il peut y avoir des changements assez réguliers. Et par exemple, j'étais il n'y a pas longtemps dans un CHU, ils m'expliquaient leurs difficultés à former les internes tous les 6 mois et à qui on demande d'être opérationnel le jour où ils arrivent, avec des identifiants, avec tout soit sécurisé, qu'ils sachent utiliser le logiciel. Voilà. Donc pas simple. Et puis signaler également donc, tous les incidents et faire remonter, hein, les risques d'incidents également vers un niveau central. Et c'est vrai qu'on peut le faire vers son fournisseur ou vers la NSM. Et on citait tout à l'heure un exemple qui a été très réactif, puisque dès cette remontée d'informations, il y a eu un effet avec un retour quasi immédiat dans la journée. Mais les fournisseurs, eux, il faut également qu'ils puissent être réactifs. Et c'est vrai qu'une solution informatique qui est mise en place dans une de vos structures, elle est forcément également mise en place ailleurs, et que les problèmes que vous rencontrez seront sans doute également rencontrés ailleurs. Donc, comment faire? Est-ce que c'est le rôle des fournisseurs? Est-ce que ça a été inscrit dans votre cahier des charges dès l'acquisition? Ou est-ce qu'il faut construire d'autres structures, des clubs utilisateurs ou autres? Donc moi, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution. En tout cas, il est important de pouvoir mutualiser ces incidents pour harmoniser ensuite les solutions, les correctifs. Alors j'ai essayé, moi, avec mon logiciel Microsoft, de vous faire un petit schéma qui pourrait représenter finalement, avec une vision bien plus large, hein, là j'ai pris vraiment un grand angle pour faire ce schéma, sur lequel figurent toutes les composantes de cette vigilance numérique, hein, et qui passe avant tout, et ça c'est la base, hein, par la politique, par la stratégie, c'est-à-dire avoir au départ, hein, dès le départ, défini clairement vos objectifs et les moyens que vous allez déployer pour pouvoir assurer correctement le déploiement et l'implémentation de vos solutions. Donc ça passe par des plans d'action et puis également prévoir un plan de continuité d'activité au cas où, par prudence. Donc ça passe également par les structures, tout ce qui peut être l'organisation du déploiement, les rôles des uns et des autres, hein, l'affectation de missions, donc l'apparition peut-être de nouveaux métiers. Hein. C'est vrai que le logiciaux-vigilant, c'est pas courant, mais à mon avis, comme on l'a vu, l'avenir nous réserve encore de très belles choses et qu'il sera nécessaire d'avoir un poids très fort sur la sécurité et en point de vue organisation. Ça passe également tout l'aspect matériel, vos équipements, hein, vos infrastructures, vos réseaux, donc tous ces appareils qui sont connectés les uns aux autres, hein, des PC, des terminaux, des tablettes. On parlait de smartphones, le réseau Wi-Fi, le VPN, et tout ça doit être également sécurisé. Ça passe également par des solutions, évidemment, de logiciels purs et durs. Et donc là, par rapport à l'achat, je n'y reviendrai pas, je l'ai déjà évoqué. Par le paramétrage, et là, c'est vrai que c'est un point important, ce paramétrage. L'interopérabilité, un terme qui a déjà été cité par M. Gagneux. Et c'est là qu'intervient, plus particulièrement, si on s'intéresse à la logiciovigilance, l'aspect sécurité. Et puis le retour d'expérience. Le retour d'expérience au sein de votre structure, mais également avec d'autres structures. Et là, je pense que la force de la FHP peut apporter également du poids à ce retour d'expérience sur les difficultés rencontrées et sur les solutions que vous avez pu apporter en remède. Ça passe également, donc j'ai dit matériel, logiciel, mais également par l'environnement. Hein, c'est bête, mais les locaux, hein, les lieux physiques, les salles serveurs, et puis tout ce qui peut être la maintenance, les conditions d'accès, les conditions d'hébergement. Et puis, ce ne serait pas complet ce schéma sans parler vraiment du maillon faible qu'est l'utilisateur humain, qui nécessite de la formation,
et pourquoi pas de bénéficier également d'une charte, une charte de bonne utilisation des outils informatiques. Et c'est vrai que ça, bon, je peux en parler, puisque au niveau de Cham, nous avons déjà depuis pas mal d'années maintenant une charte qu'on doit signer dès lors qu'on est salarié, et qui nous engage justement à appliquer certaines règles dans l'utilisation de l'informatique et des réseaux, de la sécurité des données, etc. Donc ça, je vous encourage vraiment à déployer ce genre de solutions. Donc ça passe par les procédures, le retour d'expérience également qui est important. Donc tout cet environnement qui cadre, je pense, bon, j'ai peut-être oublié des choses, mais la vigilance numérique avec pour objectif quand même final, c'est de pouvoir sécuriser les données, mais également être conciliant par rapport à la qualité des soins. L'un ne va pas sans l'autre, mais parfois, l'un vient en opposition par rapport à l'autre. Et si on prend un peu plus de hauteur, donc voici un beau schéma, dont je ne vais pas vous le lire dans le détail. C'est un schéma qui a été présenté en début d'année lors des réunions à Davos, où on réfléchissait au niveau planétaire, au niveau mondial, sur les principaux risques qui sont au-dessus de nos têtes. Et donc, il y en a beaucoup, des risques économiques, environnementaux, technologiques, géopolitiques et sociétaux. Et moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de se dire qu'au niveau planétaire, le problème est le même. Les problèmes de cyberattaque, de fraude, de vol de données, d'effondrement de structures ou d'informations critiques, on est là également, à notre niveau, à votre échelle, soumis à ces mêmes risques. Et bien évidemment également tous les autres, puisque ça, c'est toute la planète. Mais donc la problématique est vraiment mondiale. Alors revenons à des choses quand même plus terre à terre, plus pragmatiques, puisque je l'évoquais tout à l'heure avec d'autres personnes sur en fait, l'accompagnement qu'on peut être amené à faire sur l'analyse de risque, a priori. Et quand on parle de cartographie des risques, quel que soit le processus dans la prise en charge d'un patient, systématiquement, et quelle que soit la structure dans laquelle on travaille, on est quasi à coup sûr exposé aux risques liés au logiciel ou à l'informatique. C'est quelque chose qui est vraiment toujours présent. Donc il n'y a plus de toute façon d'établissement de santé qui ne fonctionne pas sans informatique, mais à un moment donné, si ça tombe en panne, on n'est pas sûr d'avoir toujours la bonne réaction, ou en tout cas les bonnes solutions. Et donc on a pu classer 3 grandes catégories de risques, et la première étant les accidents. Donc tout type d'accident possible, donc ça peut être lié à l'incendie, à des pannes, à des inondations, des problèmes de climatisation. L'informatique, c'est quand même quelque chose d'assez sensible, sur lesquels donc, on peut être amené à trouver des solutions qui portent sur la redondance, on parlait d'hébergement, sur donc, la sauvegarde des données, sur la maintenance avec des fournisseurs et également des engagements solides et forts, et puis la disponibilité également du personnel qui puisse intervenir à tout moment, donc une hotline, une sécurisation H24, et ça passe également par la conception même des locaux. Ensuite,